Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode en ce mois de juillet, mois des vacances, mois où on bouge, tout ça. J'avais envie d'aborder un sujet, encore une fois, qu'on pourrait ne pas s'attendre d'une certaine manière sur un podcast qui traite de la mort et des deuils. Mais avant d'aller plus loin, Sonia, déjà, merci. Et puis, je te laisse te présenter. Alors déjà, je suis très heureuse de participer à ce podcast, surtout sur un sujet que j'adore, que j'aborde du coup au quotidien dans mon métier. Donc du coup, pour me présenter un peu, je suis thérapeute en ligne pour adultes expatriés et nomades. Donc j'accompagne dans la relation à soi-même, la relation aux autres, et je suis également spécialisée en sexothérapie, également ce qui nous intéresse en accompagnement des deuils, et notamment tout ce qui est expatriation, impatriation, qu'on va bien détailler par la suite. Donc moi, c'est un sujet que j'adore et qui me concerne parce qu'en fait, je vis la moitié du temps en Allemagne parce que mon conjoint est allemand. Donc j'ai un peu cette double casquette de conjointe suiveuse, mais seulement la moitié du temps. Et du coup, je fréquente beaucoup de personnes expatriées parce que quand tu es expatrié, c'est les personnes les plus faciles à rencontrer, en tout cas en Allemagne. Et voilà. Et du coup, je suis un peu au cœur de ces problématiques-là tout le temps. Et je trouve que de manière générale, les expatriés sont des personnes très intéressantes et du coup, j'adore les accompagner. Trop cool. Et ben écoute, merci pour cette présentation. Et je pense que je vais te refiler la parole aussitôt. Comme tu nous l'as dit, tu as dit le mot plusieurs fois, expatriation. C'est bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Histoire qu'on parte tous avec les mêmes bases. Est-ce que tu peux nous dire, avec tes mots, ta définition, je me fiche des définitions du petit Larousse, qu'est-ce que pour toi l'expatriation ? Alors pour moi, expatriation, c'est quand on sort vraiment de notre quotidien, de notre univers, pour aller vers une vie nouvelle. Donc, généralement, quand on parle d'expatriation, on parle de partir à l'étranger dans un nouveau pays et on s'imagine partir à l'autre bout du monde, en Asie, en Australie, etc. L'expatriation, ça peut être aussi moi, comme ce que je fais en Allemagne, hop, dans le pays d'à côté. Ça ne veut pas dire pour autant que les challenges ne sont pas là. Ok, du coup, changer de ville, c'est une expatriation du moment où on ne change pas dans le village d'à côté. Alors, c'est ce que je me disais. Si on part d'un tout petit village, je sais pas, en Provence et qu'on arrive à Paris, peut-être qu'effectivement, ça va être compliqué. Mais est-ce que moi, si je déménage dans la ville d'à côté, c'est une expatriation ? Bon, peut-être un petit peu moins dans une certaine mesure. En tout cas, les challenges ne seront pas les mêmes. Ouais, donc on peut dire que finalement, dès qu'il y a un changement de vie associé à un changement de lieu, que ce soit très loin ou pas, mais que ça change vraiment notre quotidien, peut-être une remise à zéro, un changement finalement, vraiment des conditions de vie et de ce qu'on a pu connaître jusque-là, il y a cette notion d'expatriation qui peut être derrière. C'est exactement ça. Il faut quand même que je dirais que les changements soient assez importants. Et oui, on a vraiment cette impression de nouveau départ qui, du coup, peut faire peur, mais est source de beaucoup d'opportunités. Yes, et donc du coup, souvent, comme je dis sur ce podcast, du moment où il y a changement, pour moi, il y a deuil. Positif, négatif avec des grands guillemets, on aura le temps de le développer. Et justement, on vient de parler de changer de ville. Je voulais peut-être préciser à ce niveau-là, est-ce que pour toi, faire un voyage, par exemple, tu as parlé des nomades dans ta présentation, moi j'avais écho aussi au service civique, est-ce que c'est par exemple pour toi une expatriation ou pas ? Alors, je dirais qu'il y a quand même pas mal de points communs, notamment le fait de partir à l'autre bout du monde, qui est également un gros challenge, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. Mais pour moi, en fait, dans le voyage, il y a toute une partie plaisir qui évite les contraintes. Alors que, je sais pas, j'arrive au Japon, il faut que je m'ouvre un compte en banque en japonais, je ne parle pas japonais, l'administration, etc. Souvent, les challenges, en fait, vont être reliés à des petites choses du quotidien
qu'on va pas forcément rencontrer quand on voyage, ou du coup on va laisser beaucoup plus glisser, ou enfin on a toutes ces problématiques de visa mais beaucoup moins de vie vraiment quotidienne, et du coup ça va être plus facile de glisser sur les petites choses du quotidien qu'on découvre dans ce nouveau pays, parce qu'on se dit bon bah de toute façon voilà, j'y suis pour un temps donné et c'est seulement pour le plaisir, etc. Et en plus, on a mine de rien pas le deuil de notre vie d'avant. Parce que peu importe la durée de notre voyage, alors certes, on va partir peut-être quelques mois quand même, mais on sait qu'on va y revenir. Et notre quotidien n'est pas un quotidien figé. Souvent, on va voyager, etc. Où on sait que c'est pour une période qui est quand même assez courte. Du coup, voilà, certes, on a nos amis qu'on a laissés sur le côté, enfin qu'on a laissés dans notre pays d'origine, etc. Mais on va y retourner. Donc, c'est quand même pas pareil. Par contre, ce qui va être compliqué aussi, c'est qu'on aura le deuil de ce voyage à faire quand on revient. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois après des voyages solo, et c'est... on va revenir du coup sur le deuil de l'expatriation aussi, mais c'est vraiment pas fun parce que on se sent complètement transformé après une telle expérience. Et en fait, on revient dans notre vie quotidienne où personne n'a changé à part nous, quoi. Donc, même si c'est pas une expatriation, c'est quand même compliqué. Je te rejoins sur cette notion-là, justement, le deuil du voyage quand tu reviens. Mais donc, du coup, le voyage et le voyage, l'expatriation et l'expatriation, il y a des points communs, mais l'un n'est pas l'équivalent de l'autre. Et justement, pour rentrer clairement dans le vif du sujet, en quoi pour toi l'expatriation est un deuil? Je pourrais formuler ma question aussi d'une autre manière, c'est quels sont les deuils qu'on peut rencontrer finalement lorsque l'on décide de s'expatrier? Et peut-être soit qu'importe le pays, après est-ce qu'il y a des continents qui sont plus favorables à certains deuils aussi, selon peut-être ton expérience, et puis les personnes que tu accompagnes, j'imagine qu'il y a des points communs et il y a aussi des différences dans chaque histoire. Alors pour reprendre ce que tu viens de dire, je pense que plus on part loin, plus les deuils peuvent être importants. Après, c'est un peu délicat parce que je trouve que quand on part à côté, on va avoir tendance à sous-estimer tous les deuils qu'on va devoir faire, parce qu'on se dit voilà, c'est pas parce que tout le monde me ressemble, la culture devrait globalement être la même, etc. Alors qu'en fait, non. Donc, du coup, c'est là que les deuils, en fait, peuvent être le plus surprenants parce qu'on va moins s'y préparer. Mais je pense que de toute façon, il y a quand même pas mal de deuils à faire. Donc, on a le deuil de notre quotidien qu'on avait, de notre vie de tous les jours. Mine de rien, notre culture qui est si implantée dans notre vie, dans nos mœurs, etc., qu'on ne va pas retrouver dans notre futur pays. Et ça peut être très frustrant. Moi, je me suis retrouvée à être très condescendante vis-à-vis de la culture allemande, parce que je devais un peu faire le deuil de ma culture vis-à-vis de leur culture. Et du coup, j'étais pas très contente. Tout ce qu'on a construit, en fait, dans notre vie d'avant, donc notre appartement, notre lieu de vie, et aussi les relations qu'on avait, notamment avec nos amis, qu'on laisse derrière nous, et qui, alors, c'est un deuil dans le sens où les personnes ne décèdent pas, mais la relation telle qu'elle était avant, de voir les personnes assez régulièrement, va se transformer. Du coup, ça devient une relation à distance. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, à gérer la relation à distance. Donc, c'est possible même qu'on perde des amitiés, ou bien qu'on se rende compte, en fait, qu'avec le recul, on n'a plus tant de choses en commun, etc. Donc voilà, souvent au niveau des relations, ça demande un vrai travail de maintenir les relations dans notre pays d'origine. Donc voilà, ça aussi un deuil de se dire j'aurais pas mes amis dans la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, ce qui est compliqué pour moi, c'est que non seulement on a tous ces deuils à faire, parce que alors souvent c'est possible qu'on s'expatrie, ça arrive souvent pour fuir ces problèmes. On a l'impression que notre vie quotidienne est horrible, etc. On va résoudre tous les problèmes en allant sous le soleil. Spoiler alert, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai. Ça paraissait bien sur le papier quand même. C'est ça. C'est dommage, ce serait trop simple. Mais du coup, en fait, c'est souvent quand on arrive en expatriation qu'on se rend compte de tout ce qu'on avait de positif dans notre vie quotidienne. Et du coup, il y a tout ce travail de deuil qui prend beaucoup d'énergie, mine de rien, parce que notre mental, il nous rappelle en fait tout ce qu'on avait dans notre vie d'avant. Mais l'expatriation, c'est pas on arrive, on se pose et tout nous tombe dans la main. C'est j'arrive, il faut que je trouve mon appartement, il faut que je trouve peut-être mon travail, il faut que je trouve des nouveaux amis, il faut que je me crée toute ma vie quotidienne. Donc des choses qui nous prennent déjà de base énormément de temps, d'énergie,
alors qu'on ne l'a pas forcément puisqu'on est en train de faire notre deuil. Ouais, il y a vraiment ce côté double challenge, comme tu dis, le deuil d'une ancienne vie à laquelle on reste d'une certaine manière attaché. En même temps, il faut construire et même faire naître, bâtir peut-être même quelque chose qui est tout à fait nouveau, qu'on connaît pas, sans réel repère. Passer de la théorie à la pratique, parce que c'est bien de lire tout plein de bouquins sur le pays ou la culture dans laquelle on va aller. Il y a qu'en se rendant sur place et en l'expérimentant réellement qu'on peut se rendre compte, qu'est-ce que c'est et en quoi ça nous change et est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. Je trouve ça important et on y reviendra après. Mais comme tu disais, le fait de parfois on s'expatrie pour fuir nos problèmes, on l'a donné avec un ton d'humour, mais je pense que c'est important de pouvoir bien réfléchir à cette question avant de réellement s'y lancer. C'est pas juste, voilà, c'est pas un voyage, quoi. Il y a vraiment tout plein de choses qui se passent derrière cette expatriation et tu auras l'opportunité sans aucun doute de nous le développer encore plus dans la suite de cet épisode. Et je voulais revenir sur cette notion d'amitié. Comme tu le dis, certaines amitiés qu'on a jusque-là, qui peut-être vont se transformer, parfois certaines positivement, d'autres plus négativement, parce que c'est peut-être des amitiés auxquelles on était fortement attachés et qui vont se transformer, parfois peut-être se dissoudre, parfois peut-être même disparaître, et on en est souvent assez navré. Et puis c'est aussi, comme tu dis, on arrive dans un endroit où on n'a pas de repères, et aussi pas de repères en termes relationnels, en termes amicaux, et donc c'est devoir se faire des nouvelles amitiés. Et pour faire des nouvelles amitiés, il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se crée. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ça? Comment on crée des liens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en place? Et qu'est-ce que peut-être ça demande? Qu'est-ce que ça ne demande pas? Alors, l'amitié, c'est un vrai stress. Enfin, je sais que moi, en voyage ou même en expatriation, c'est vraiment quelque chose sur lequel on se met la pression parce qu'en fait, nos proches, nos amis, notre famille n'est pas là. Donc, quand on a un souci, il faut avoir des gens sur qui on peut compter. Du coup, souvent, on rencontre la personne, tout de suite, c'est très intense, tout de suite, on s'entend super bien. Le problème, c'est que on n'est pas du tout habitué à avoir les relations amicales sous un aspect, on va dire, éphémère. Autant les relations amoureuses, on va te féliciter. Ah, ça fait 1 an, 2 ans que tu es avec la personne. Tant on s'attend, en fait, à ce que ça dure pas très longtemps. Mais les relations amicales, en fait, normalement, on rencontre la personne de manière totalement spontanée. Tout de suite, c'est un crush incroyable. Et puis, la relation dure merveilleusement bien jusqu'à la fin de nos jours sans jamais aucune dispute. Mais en fait, on s'attend, alors que les relations amoureuses, on va s'attendre à avoir des disputes, des drames, etc. Et du coup, en fait, on n'est pas du tout habitué même à penser que la relation, elle peut avoir une fin, alors qu'en fait, en expatriation, et notamment, et là encore plus peut-être en voyage, etc., même les longs voyages type PVT, en fait, on rencontre la personne, si ça se trouve, on va la voir pendant 2 semaines, elle devient notre quotidien pendant 2 semaines, cette personne, et ensuite elle part, et on ne sait pas si on va la revoir. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on va garder contact ou pas? En expatriation, c'est compliqué. Parce que si ça se trouve, moi je sais que j'ai ma meilleure amie qui m'a envoyé un message il y a 2 semaines pour me dire quelque chose que tu pourrais aborder sur ton compte Insta, c'est que là j'ai ma meilleure amie d'expatriation qui s'en va et en fait je suis en train de remettre en question mon expatriation parce que mon quotidien va tellement changer que du coup je sais pas si j'ai envie en fait de continuer la vie elle est au Canada, la vie au Canada sans elle. Carrément. Et puis parfois, on partage des moments qui sont super proches, super intimes. Enfin, pareil, c'est une expérience qui est un petit peu différente, mais ça me fait penser à des expériences de co-living que j'ai pu avoir, où tu partages tout, les moments où t'as la tête dans le cul, les moments où t'es super stylé, les moments où t'es dans le down, les moments où t'es dans le up. Et parfois, tu te dis, ça va durer. C'était tellement le crush, comme tu disais, on s'attache super vite, c'était trop bien. Et ça va durer dans le temps. Et parfois, même 2 semaines après, il se passe plus rien. 2 mois après, encore moins. Et 2 ans après, c'est tout juste encore le numéro de la personne. Et c'est vrai qu'on a du mal. Et en même temps, je trouve ça beau parce que c'est le fait d'apprécier chaque relation pour ce qu'elle est et pour le temps qu'elle durera. Et ça nous reconnecte vraiment à l'instant présent, en fait, à ces quelques heures, quelques jours, quelques mois, peut-être quelques années qu'on partagera ensemble, mais qui, à un moment ou à un autre, auront certainement une fin, finalement. Mais c'est ça. Après, le tout, c'est d'en être conscient. Je sais que j'avais un client qui me parlait beaucoup de ça, qui me disait, moi, maintenant, j'ai peur de m'attacher quand je rencontre des gens parce que je sais que l'amitié va avoir une fin
Et en fait, ça me fait trop mal de voir la personne repartir et de donner autant de moi dans cette relation. L'amitié, vraiment, pour moi, c'est très intense, c'est tout aussi intense que l'amour. Donc, et les ruptures amicales, mais ça fait super mal. Et on en parle tellement peu, je trouve que c'est vraiment dommage. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, c'est des ruptures amicales qui se font, et c'est ok, je fais non pas le deuil de la personne parce qu'elle décède, mais je fais le deuil de notre quotidien ensemble, quoi. Et quand, je sais pas, on est en expat et ça fait 2 ans que on se voyait quasiment tous les jours, et c'est la personne que j'appelle quand ça va pas. En plus, souvent, quand on est expat, on se sent un peu seul parce que les problématiques d'expatriés, on en parle aux expatriés. On n'en parle pas à sa famille qui est à la maison et qui nous dit: «Ah, mais si ça te plaît pas, en fait, t'as juste à rentrer». Ils sont pas capables, en fait, ils ont pas. C'est beaucoup plus facile, ou à nos amis qui sont dans notre quotidien, qui sont jamais partis, enfin, qui ont jamais eu cette expérience-là. Donc il y a vraiment, tu vis la même chose que les autres gens, que tu rencontres, et du coup, ça te crée une proximité, et un soutien psychologique qui est super important, quoi. Ouais, donc on va dire qu'après la mise en garde de ne pas fuir son quotidien et ne pas fuir ses problèmes par l'expatriation, un petit point d'attention à porter sur cette notion d'amitié, comment on conçoit nos amitiés, comment on s'attache aux gens, est-ce que c'est plus ou moins simple ou pas pour nous de laisser partir déjà des gens dans notre quotidien, là où on habite, de revoir peut-être nos expériences et peut-être des pertes ou des ruptures amicales, sans parler de décès, hein, mais juste des relations qui s'effritent avec le temps, et comment on l'a vécu, pour savoir, encore une fois, même si ça reste que de la théorie et qu'il y a que en le pratiquant qu'on le sait, mais en tout cas peut-être pour avoir un avant-goût et se mettre aussi dans une certaine optique en disant ok, faut que je fasse attention à ça. Je me souviens qu'en off tu m'avais dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Alors, c'est tentant parce que parfois, c'est ça qu'on a dans notre vie classique, dans notre pays d'origine. On va avoir un ou une meilleure amie, et puis après, on a d'autres amis, mais qui ont des rôles bien plus différents. Mais en fait, en expatriation, si on a une seule personne et que la personne, elle repart, on est seul. Et du coup, c'est pareil, l'expatriation, c'est un peu du dating d'amitié. C'est le seul moment où du coup, il faut que les gens, on va les rencontrer, il faut qu'ils aient envie de nous aimer, etc. Un peu comme du dating amoureux. Et du coup, mais on repart à zéro. Donc du coup, c'est très compliqué. Donc voilà, faut arriver à se forcer, en fait, à faire différentes rencontres et à avoir quand même peut-être plusieurs piliers dans son expatriation, sauf si on est prêt, bien sûr, à vivre ce deuil, mais dans ce cas-là, qu'on soit prêt vraiment consciemment, quoi. Ouais, bon, on dresse un petit peu un tableau peut-être un peu noir, là. Les gens vont se dire, oh là là, si j'étais en train de m'expatrier, j'ai plus du tout envie, même si c'était dans mes réflexions. Alors, histoire peut-être de remettre un petit peu de baume au cœur, est-ce que tu peux nous dire quelle est ou quelles sont les opportunités derrière l'expatriation? J'aime bien parler un petit peu de cadeaux mal emballés derrière le deuil. Là, comme tu dis, voilà, les personnes autour de soi, vont et viennent. On pourrait peut-être le dire comme ça. Ma vie n'est pas la même. Ma vie que j'ai lue dans les livres ou sur le papier ne sera peut-être pas la même en pratique. Finalement, pourquoi je m'embarque dans cette expatriation? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, je trouve que l'expatriation, c'est top parce que ça nous change tellement de ce qu'on vit dans notre quotidien. En fait, on fait plein de choses qu'on n'a pas souvent l'opportunité de faire quand on a une vie un peu classique, sédentaire. Déjà, rencontrer des nouvelles personnes. Déjà, ça, c'est rare. Or, en expatriation, on rencontre tellement de nouvelles personnes super inspirantes. En plus, le fait d'être expatrié, c'est un statut vraiment qu'on s'approprie beaucoup. Et du coup, le fait de rencontrer des personnes qui ont le même statut, ça nous plaît beaucoup. On teste plein de nouvelles choses, on voit des nouveaux environnements. En fait, on fait plein de sorties de zone de confort. Ne serait-ce que d'arriver, seul ou accompagné dans un nouveau pays où tout est nouveau, c'est des super sorties de zone de confort. Et le mental, en fait, il aime beaucoup ça. Et une autre opportunité que j'adore, dont je parle vraiment très souvent, c'est qu'en fait, souvent, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, sans nous en rendre compte, c'est souvent très inconscient, en fait, on a été mis dans des moules par la société, par nos proches, par même nos amis, même dans notre travail, etc. Et en fait, on ne s'en rend pas du tout compte, mais on est un peu un produit formaté de toutes les expériences qu'on a eues. Et mine de rien, en fait, inconsciemment, on voit telle personne dans notre groupe d'amis, on est habitué à être la personne qui fait rire tout le monde. C'est le rôle qu'on a. Donc inconsciemment, quand on est avec nos amis, il faut qu'on fasse rire tout le monde, même quand ça va pas. On n'a pas l'habitude de se confier. C'est pas maintenant que ça va changer, etc. Alors que quand on arrive en expatriation, ça marche aussi en voyage, inconsciemment, on va être qui on est maintenant. Parce que c'est pas des personnes qu'on connaît, c'est pas un environnement qu'on connaît.
Donc du coup, en fait, les personnes, elles vont se confronter à qui on est réellement maintenant et pas à qui on était il y a 10 ans quand on a rencontré notre groupe d'amis ou il y a 5 ans quand on a commencé notre nouveau travail, par exemple. Et du coup, on peut faire des choix de personnes avec qui on va partager notre vie, de travail, de lieu d'habitation, de loisirs, qui correspondent à qui on est maintenant, le jour J, en temps réel, quoi. Et du coup, on peut se créer une nouvelle vie beaucoup plus alignée avec qui on est maintenant et du coup, qui nous plaît vraiment et du coup, une vie beaucoup plus épanouie. Ouais, je pense que c'est une opportunité qui est très très belle et qu'on peut faire aussi dans notre quotidien. Hein. Je reste convaincue qu'on peut même rester chez soi sans même déménager d'un village ou autre et puis et réussir et oser sortir de sa zone de confort et se donner cette opportunité-là. Néanmoins, ça reste plus difficile parce que comme tu l'as dit, il y a ces masques qu'on met tous, hein, amicaux, familiaux, professionnels et la liste peut encore s'allonger. Et je pense que ça pose aussi une question. Qui dit expatriation dit aussi impatriation. Potentiellement, on va peut-être revenir. Et si je reviens, est-ce que du coup, je remets ces masques, etc. Est-ce que peut-être tu as des retours de personnes que tu as accompagnées à revenir et si tu veux peut-être nous redéfinir le mot impatriation pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Alors, l'impatriation, c'est le contraire de l'expatriation, c'est le retour. Donc, ça paraît simple comme ça, parce qu'on se dit, voilà, je retourne juste à ce que je connais. Mais en fait, psychologiquement, ça l'est pas tant. Parce que, on a passé beaucoup de temps à construire de toutes pièces, mais clairement de A à Z, notre vie en expatriation. Et là, on revient. Et c'est souvent là qu'on va avoir un choc culturel de notre propre culture. Et qu'on va se dire, ah, mais en fait, j'ai toujours vécu ça, je me rendais pas compte à quel point maintenant ça me choque, maintenant que j'ai connu plein de choses, maintenant que j'ai rencontré de nouvelles personnes, etc. Et le fait de se réadapter, on a l'impression que c'est un réel retour en arrière, mais assez négatif sur la personne qu'on était. Et en fait, souvent, on n'a pas très envie et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on tolérait qui sont pas du tout acceptables maintenant dans notre vie. Et en fait, c'est un peu l'expatriation, comme si on s'ouvrait vraiment aux nouvelles opportunités, à tout ce qui arrive. Et en fait, on se referme quand on arrive en impatriation. Et en fait, c'est comme si on devait se remodeler aux moules dans lesquels on était avant de partir. Sauf que le problème, c'est que la forme de notre moule, elle a changé depuis. Donc, du coup, il faut arriver. Alors, ce qui est bien, c'est de le faire avant de repartir quand même. De se dire, OK, où est-ce que j'en suis? Quelles sont les choses qui ont vraiment changé et à quel point le moule va devoir changer? Est-ce que, je sais pas, mes amis, je me rends compte qu'on n'a pas eu de contact et en fait, moi, ça m'a pas plu, ça m'a déçu ou en fait, je veux plus quel type de personne? Est-ce qu'il va falloir que je change mes relations? Mes proches, est-ce que je veux qu'on soit plus proche? Est-ce que je veux qu'on soit moins proche? Mon travail, mon lieu de vie, est-ce que j'ai envie, je sais pas, maintenant, je peux plus me passer du bord de mer, il va falloir que je change, etc. En fait, souvent, l'impatriation, elle marche quand c'est un bon mix entre notre vie d'expatrié et notre ancienne vie, ou en tout cas la nouvelle vie dans notre pays d'origine. Mais elle ne peut pas être un copier-coller de la vie qu'on avait avant, sinon c'est juste un retour en arrière et le mental n'aime pas trop ça. Ouais, donc il y a vraiment un challenge de réussir à revenir avec tout ce nouveau soi qu'on a pu créer. Enfin, créer. Est-ce qu'on l'a réellement créé ou est-ce qu'on s'est juste autorisé à pouvoir l'exprimer alors qu'il a toujours été là? Point d'interrogation et chacun, je pense, chacune a sa réponse. Mais en tout cas, revenir en étant pleinement soi, sans remettre ou en acceptant peut-être de remettre aussi un masque. Donc il y a vraiment ces questions à se poser de quel changement j'ai envie de faire ou pas pour mon retour, pour éviter un désalignement et un mal-être et un blues finalement, un blues du pays qu'on a connu et de cette vie finalement qu'on a connue. Est-ce que avant qu'on rentre vraiment dans les phases de l'expatriation et de l'impatriation et que tu nous les redéveloppes, que tu nous donnes des conseils aussi si tu en as, j'en doute pas, comme tu disais, trouver un mix entre la vie d'avant et la vie d'expat, est-ce qu'il y a une manière peut-être une ou des manières ou des réflexions à avoir pour bien se préparer à l'impatriation? Alors, je dirais déjà la préparation, il faut pas s'attendre en fait, il faut pas attendre d'être arrivé et d'avoir ce choc vraiment culturel inversé. Je dirais qu'avant de repartir, il faut un petit peu préparer son arrivée et prendre toutes les sphères de sa vie, se dire OK, dans le travail, voici comment j'ai évolué, voici ce dont j'ai envie, ce dont j'ai plus envie.
comment je vais pouvoir, bien sûr, en fonction de mon pays de retour, parce que forcément les opportunités seront pas les mêmes dans un pays ou dans l'autre, et faire ça en fait dans toutes les sphères de notre vie. Ça peut être compliqué parce que si ça se trouve, j'ai une relation dans mon nouveau pays, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la personne elle vient? Est-ce que et mes amis de là-bas, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de leur accorder beaucoup de temps pour garder contact? Est-ce que ça me fait trop mal de garder contact avec eux, etc. Prendre vraiment toutes les sphères de notre vie, l'amour, l'amitié, le travail, les loisirs, euh, la famille. Et voilà, on peut se faire une colonne positive, négative, ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de jeter, et comment est-ce que je vais implémenter tout ce que j'ai envie de garder dans ma nouvelle vie, parce que le but, c'est vraiment pas de faire une dépression quand on arrive, parce que ça, c'est vraiment le truc classique que notre mental, il nous fait, il comprend pas, c'est un deuil. Le mental essaye de faire son deuil, il n'y arrive pas, il voit qu'on ne va pas de l'avant, etc. Et du coup, on peut être complètement bloqué dans cette situation, et ce serait quand même un peu dommage, quoi. Et justement, j'avais une question, il me semble qu'on en avait parlé en off, sur le fait de, quand tu reviens, tu as envie de parler de tout ce qui s'est passé, peut-être que tu compares et que, ah là là, c'était peut-être comme quand tu arrives en tant qu'expatrié, c'était mieux en France, la nourriture était mieux en France, ou les films, ou je ne sais quoi, et que là, peut-être dans l'autre sens, ouais, mais c'était mieux dans le pays dans lequel j'étais, la vie était mieux, les gens étaient plus gentils, etc. Est-ce que peut-être c'est quelque chose aussi que toi, tu as vécu ou dont tu en as des retours? Alors moi, je sais que je l'ai vécu à fond et ça énerve beaucoup les gens. Chaque fois que je rentre d'Allemagne ou quand je rentrais de voyage, alors là, tu te sens incroyablement changé, aligné avec toi-même, et tu reviens et premier repas que tu fais avec des amis parle de leur vie au bureau, etc. Et toi, tu dis ah ouais, on n'est plus du tout. Enfin, moi j'ai changé, mais les gens en fait, rien n'a changé. À part moi, je suis la seule personne qui a changé. En fait, toi, tu as envie d'en parler. Alors, c'est OK au début, mais ça va 5 minutes. Et c'est un peu comme dans le deuil, où tu as un peu une espèce de date de péremption sociale du deuil. C'est OK, c'est bon, ton chien, il est mort il y a 6 mois, on ne veut plus en entendre parler, quoi. Alors qu'au début, ça allait. Et en fait, au bout d'un moment, les gens, ils veulent plus en entendre parler. Donc là, d'où l'intérêt, même pour le voyage, ça vaut le coup de faire un vrai accompagnement du deuil, avec une thérapie, ou bien écrire en fait tout ce qu'on peut pas le dire aux autres parce que c'est compliqué. Enfin, ils en ont marre, quoi. Écrire ou dessiner, voilà. Essayer de tout extérioriser, parce que il y a une vraie frustration en fait quand on revient, parce que mine de rien, les autres n'étaient pas là pour partager, notamment quand on part seul. Et du coup, voilà, eux en fait ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour nous d'en parler, comme pour un deuil en fait. On a envie d'en parler tout le temps. Mais voilà, eux, ils abordent plus le sujet, et puis en plus, leur jeter notre bonheur à la figure, souvent ça les énerve un peu. Donc, Ouais, donc tu as vraiment le besoin d'être clair avec soi et d'être clair aussi avec les autres, et peut-être sur les attentes aussi qu'il y a au sein même de nos relations quand on revient. Et justement, je pense que ça peut être le moment d'aborder un petit peu ces phases de l'expatriation et de l'impatriation. Alors, tu m'arrêtes si c'est pas le cas, mais je pense que voilà, c'est pas quelque chose qui est en mode 1, 2, 3, 4 et qui est vraiment très figé, qui ne bouge pas, même si bien entendu il y a un sens et une évolution. Néanmoins, c'est important, je pense, de laisser un côté malléable aussi dans tout ça. Donc voilà, si vous vous retrouvez peut-être entre deux phases, c'est OK, mais c'est plus ton sujet que le mien, donc je te laisse nous partager tout ça. Ouais, en fait, c'est comme les phases du deuil. Alors, normalement, tu as plus ou moins un ordre, mais tu peux revenir en arrière, en avant, et puis selon les sphères de ta vie, tu vas avancer plus ou moins rapidement aussi, parce que l'expatriation, c'est ça concerne l'intégralité de ta vie. Donc peut-être qu'en amour, ça va aller, en amitié, tu vas bien avancer, mais pour le travail, pas du tout, etc. Alors, la première phase, et qui n'est pas n'importe quelle phase, parce que c'est un deuil pour lequel on peut se préparer. Et ça, c'est pas forcément dans tous les types de deuil. En fait, il faut pas sous-estimer la préparation, parce que même si on part dans un pays limitrophe, il va y avoir des différences. Et en fait, pour moi, toutes les différences qu'on laisse de côté, qu'on n'anticipe pas, vont peut-être encore plus contribuer à une des phases d'après qu'on appelle le choc culturel, et qui va être la phase vraiment de tristesse et colère. Donc voilà, essayer d'anticiper, de se renseigner au maximum, notamment sur tout le négatif. Alors c'est un peu triste, mais ne serait-ce que si on sait comment vont se passer les choses de manière négative, comment est-ce qu'on peut être un peu surpris, choqué de manière négative, quand ça va arriver, ça va quand même être plus facile. Quand tu dis les choses négatives, c'est toutes les choses qui, sur le papier, sembleraient ne pas nous plaire? C'est ça, exactement.
qui va nous manquer, ce qu'on aime faire ici et qu'on pourra peut-être pas faire là-bas. Il y a vraiment tout ce côté-là. Bah, c'est ça. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui est en Inde et elle disait qu'elle avait anticipé beaucoup le fait que il puisse y avoir un problème du fait qu'elle soit une femme, qu'elle se promène dans la rue seule. Donc elle, au final, elle l'avait anticipé de manière très négative. Elle se rend compte que c'est pas si pire que ça, mais au moins elle l'avait anticipé, donc elle le savait. Je pense que c'est mieux de l'anticiper, de se dire ok, au début je fais un petit peu attention, plutôt que d'arriver et hop avoir un choc incroyable. Ouais. C'est marrant que tu parles de l'Inde parce que du coup, ça me parle quand j'y suis partie. Bon, c'était un service civique, mais en tout cas, sur l'exemple que tu viens de donner, par rapport à la valeur de l'écologie, où, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas les rois là-dessus au niveau des déchets et que, bon, en plus, j'étais dans les bidonvilles. Donc voilà, il y a aussi c'était des conditions un petit peu particulières. Et dans ce que tu dis, je m'étais préparée à ça en me disant, si tu vas là-bas, sois OK avec ça. Tu sais que c'est pas le pays le plus clean. Bon, moi, pareil, c'était pour une période qui était déterminée. Donc, j'en reviens aux échanges qu'on a eu au tout début. La différence entre, on va dire, voyage, service civique, etc. et expatriation. Mais voilà, le fait de se préparer, comme tu le dis, c'est comme si on se désensibiliser un petit peu, ou en tout cas on en a conscience. Ça veut pas dire que ce sera pas dérangeant, ça veut pas dire que ça va pas nous attrister, que certaines choses ne vont pas nous manquer, mais on le savait. On a signé avec les pour et les contre, en fait. Et ça, je pense que c'est super important. C'est ça. Ça me rappelle alors je me souviens plus si c'est le syndrome de Paris où il disait que les Japonais, quand ils arrivent à Paris, ils pensent qu'ils vont trouver, je sais pas, un paradis. Et en fait, quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est sale, que les gens sont pas spécialement sympathiques, etc. Et du coup, ça leur fait un tel choc, vraiment culturel, que du coup, ça se transforme un peu en petite dépression, etc. Mais parce que ils ont tellement anticipé uniquement le positif que du coup, tout le négatif leur saute à la figure. Donc, il vaut mieux, je pense, anticiper le négatif et qu'au final, ce soit plutôt positif et quand on arrive, on est agréablement surpris, plutôt que de faire l'inverse et de se faire surprendre dans l'autre sens, parce que mine de rien, c'est là où on va habiter. Voilà, c'est pas juste des vacances d'une semaine, bon, même si c'est embêtant de se gâcher les vacances, mais voilà. Oui, donc là, c'est tout un rôle de préparation, d'information, comment se passe la vie sur place, est-ce qu'il y a des expatriés, est-ce que, je sais pas, par exemple, je pense au sport, par exemple, ou à mes besoins, ou à ce que j'aime faire, est-ce que je vais pouvoir le faire là-bas, et si je peux pas le faire, est-ce que je peux faire autre chose? Donc vraiment, en fait, c'est se projeter sur le papier, en théorie, mais c'est se projeter réellement là où on va vivre. Et après, voilà, comme tu le dis, il y a parfois des choses où on sera agréablement surpris ou surprise, d'autres où on le sera un peu moins. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'avoir anticipé un maximum de choses. Et après, c'est qui vivra verra, quoi, finalement. C'est exactement ça. Et tu parlais même, de rencontrer les gens. Même, je sais que moi, quand je préparais un voyage, je me mettais, par exemple, dans beaucoup de groupes de voyageurs pour rencontrer du monde. Mais du coup, rien que ça, c'était une préparation de me dire, OK, si je sais à un moment que je vais rencontrer des personnes, j'ai déjà fait les recherches avant pour rencontrer. Et je sais que, là, par exemple, à Berlin, c'est pareil. J'ai des groupes pour rencontrer des gens, etc. Donc, ça enlève quand même un petit peu de stress, un petit peu de pression de devoir trouver tous ces moyens-là sur place. Donc, voilà, préparation à faire vraiment dans tous les aspects de notre vie, même comme tu dis, le sport, les loisirs, etc. Voilà, il n'y a pas que le travail qui va rentrer dans notre vie, quoi. Alors, donc ça, c'était la phase de préparation très importante, donc qu'on parte au fin fond de la Chine ou en Belgique. Ensuite, on a la lune de miel. Donc ça, c'est quand on arrive et tout nous paraît, alors sauf si vraiment le pays ne nous plaît pas du tout, je sais pas, c'est un suivi de conjoint, il n'y avait pas le choix et on part dans je ne sais pas quel pays qui vraiment ne nous plaît pas du tout, peut-être qu'elle va sauter ou qu'elle va être très courte, mais sinon, de manière générale, on arrive et on a l'impression que c'est les vacances. Donc tout est beau, le supermarché, c'est super exotique. C'est le monde des bisounours, quoi. Voilà. Là, c'est stylé autant sur le papier que dans la vraie vie. Mais j'imagine que ça dure pas toujours. Alors, je pense que c'est plus ou moins long. Ça dépend aussi, je pense, tu sais, si tu te prévois une petite période de vacances avant d'arriver ou si dès que tu rentres, hop, il faut tout de suite que tu inscrives les enfants à l'école, je sais pas, tu te fasses tout ton administratif, voilà. Donc, c'est une période qui est sympa quand même parce que on voit tous les côtés positifs, puisque le souci, c'est ce qui arrive après, c'est la phase de choc culturel. Et là, par contre, c'est la lune de miel, mais inversée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout focus positif, on est focus négatif. Et du coup, en fait, notre mental, il nous fait voir vraiment ce qu'il veut qu'on voit. Donc, une fois qu'il a décidé qu'il allait voir que du négatif,
bah alors là, on voit que le négatif. Et c'est là que notre mental, il va être très sympathique et qui va nous renvoyer toutes les images de notre pays d'avant et nous dire, regarde comme c'était bien, regarde tout ce que tu as laissé derrière toi, regarde tout ce que tu pouvais vivre et le fromage et tes amis, etc. Voilà, il est très gentil pour nous rappeler un petit peu tout ce qu'on a perdu, quoi. Et voilà, c'est une épreuve qui est compliquée et voilà, d'où l'intérêt. Et c'est pas parce qu'en fait on est dans un pays limitrophe qu'elle ne va pas être là. Donc d'où l'intérêt de quand même se préparer. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'avais fait en Allemagne et du coup, j'ai eu pendant pas mal de temps, même si j'y suis que un mois sur deux, quand même un bon choc culturel où j'étais très énervée même qu'on parle allemand alors qu'on est en Allemagne. Mais voilà, vraiment c'était un ras-le-bol de la culture, etc., de tout ce qui pouvait se passer, même dans les moindres petits détails. Et du coup, voilà, je suis contente maintenant, j'ai dépassé ce stade, il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, donc d'où vraiment l'intérêt de bien se préparer. Et ce qu'il faut pour passer à l'étape d'après, qui est l'étape d'adaptation, où du coup on met un peu d'eau dans notre vin et on se dit, on se rend compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on est énervé que le pays va s'adapter à nous. Moi, je sais que j'ai beaucoup attendu que l'Allemagne s'adapte à moi, ça n'est jamais arrivé. En fait, il faut avoir de la résilience, quoi. Il faut se dire, ok, ça, je peux pas le contrôler. Le fait qu'on me parle allemand, je pense qu'en Allemagne, je pourrais pas le contrôler. Personne va apprendre le français ou l'anglais juste pour me faire plaisir. Donc, je lâche du lest. C'est à moi de m'adapter. Soit juste, je suis OK avec le fait de rien comprendre, soit j'apprends la langue, par exemple. Mais voilà, il faut trouver, en fait, un bon équilibre. Alors, ce sera pas la lune de miel. Elle va pas revenir. Mais au moins, ce sera pas le choc culturel. Ça veut pas dire qu'on va pas voir le négatif, mais on va être capable de trouver des solutions. Ok, tout est fermé le dimanche, et c'est pas grave, je fais mes courses à un autre moment, etc. Voilà, j'arrive à... Ouais, c'est trouver l'adaptation finalement entre le côté de la lune de miel, de ce qui nous plaît, l'émerveillement, la nouveauté, le marché, etc., comme tu l'as dit, et l'inverse avec le choc culturel. Donc vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Et ça revient au fait de... Souvent, ce que je dis, on sera jamais satisfait à 100% dans notre vie. C'est impossible, en fait. C'est courir après une chimère, après une illusion, après un leurre. Et on peut courir longtemps, mais même être très, très bon au sprint ou au marathon, mais on court à travers après un truc qui n'existe pas. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. D'où, comme tu l'as précisé à de nombreuses reprises déjà, l'importance de cette phase de préparation, de savoir, en fait, dans quoi on met les pieds finalement, pour pouvoir s'y adapter. C'est exactement ça. Et du coup, en fait, c'est souvent pendant le choc culturel que là, on va se prendre en pleine face tout ce qu'on n'avait pas préparé. Et c'est OK, en fait, parce qu'il y aura forcément des choses qu'on n'aura pas préparées. Plein de petites choses. En plus, je pense que selon le pays, on a plus ou moins d'informations sur vraiment, vraiment tout ce qui se passe au quotidien, quoi. Et en fait, il faut essayer de le prendre de manière positive. De se dire, ah tiens, ça, j'avais pas remarqué. OK, je note. Comment est-ce que je vais faire pour m'y adapter? Peut-être que, je sais pas, par exemple, j'aime pas du tout, en Allemagne, ils font des hugs. Ça me plaît pas du tout, mais je vais pas les forcer à faire la bise. Donc, maintenant, je me prépare. À chaque fois, je me dis, OK, prépare-toi à faire des hugs. C'est pas grave, tu vas toucher les gens. Mais voilà, en fait, il faut arriver à penser de manière positive et se préparer et en fait, juste lâcher prise et prendre en compte tous ces nouveaux codes. Une fois qu'on sait, OK, là, ça m'a surpris, très bien, la prochaine fois, je me ferai plus surprendre et c'est OK. Et en fait, une fois qu'on a bien maîtrisé ça, qu'on a bien mis de l'eau dans notre vin, qu'on a bien fait en sorte de s'adapter, là, on arrive à la dernière phase qui est la phase de maîtrise. Alors, ça peut prendre un certain nombre de temps pour arriver à cette phase et c'est totalement OK. En fait, ça dépend de nous, de la culture dans laquelle on doit s'adapter, etc. C'est un peu comme un couple, en fait. C'est exactement ça. Alors, sans forcément parler de mariage, mais finalement, au départ, on se trouve, tout est beau, tout est bien, c'est magique, c'est magnifique, c'est l'homme ou la femme parfaite. Puis on se met ensemble et au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, le cadeau se déballe. On se dit, ah ouais, il y avait tout ça en fait à l'intérieur, c'était pas finalement si stylé. Et après, soit on décide de s'y adapter et de dire, OK, il y a des trucs cool, des trucs moins cool. Et finalement, après, on maîtrise la vie à deux et on met en place un nouveau quotidien et on se sent aligné, quoi. Je trouve que voilà, c'est une jolie métaphore qu'on peut tous ressentir d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ça. Les phases de l'expatriation, c'est aussi les phases du couple. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine.
C'est exactement ça. Et du coup, comme dans le couple, à chaque nouvelle difficulté, on refait preuve d'adaptation, on prend du recul et on trouve des solutions ensemble. Bon, alors, on est un peu plus seul en expatriation parce que le pays ne fait pas d'efforts aussi pour s'adapter à nous, contrairement au couple. Mais voilà. Mais oui, ça marche très bien aussi comme ça. Donc voilà. Le but, bien sûr, c'est d'arriver du coup à une phase de maîtrise où on n'est plus trop. Enfin, on a un peu quand même notre quotidien qui roule bien. On n'est plus trop surpris. Et moi, je sais que maintenant, j'aime bien remarquer toutes les petites différences culturelles. Enfin, ça me fait rire ou ça me fait sourire. Et puis voilà, ne pas prendre ça personnellement, quoi. Merci pour cette présentation justement des phases. Est-ce qu'il y a une question qui me vient en me disant, est-ce que soit toi, peut-être ça t'est arrivé dans un pays, ou alors pareil, peut-être à certains clients ou clientes, des personnes qui ne sont jamais arrivées à cette phase de maîtrise, soit parce qu'ils s'étaient pas bien préparés, ou même en s'étant bien préparés, il y a eu tellement de choses surprenantes sur place que c'était pas OK, et ils sont revenus dans leur pays d'origine et ils ont refait une impatriation. Est-ce que c'est des scénarios qui se voient peut-être plus qu'on se l'imagine ou pas? Alors, c'est clair que l'expatriation, c'est très idéalisé. On a l'impression qu'on vit une vie incroyable, et cetera. Alors moi, j'en ai pas encore rencontré, mais je pense que c'est tout à fait possible de faire un peu, un genre de rejet de la culture ou bien parce que certes, on maîtrise, est-ce qu'on apprécie vraiment? Mmh. Est-ce qu'on est forcément épanoui parce qu'on maîtrise? C'est comme dans un travail qui nous plaît pas, en fait. Ouais, Tu peux, ou avoir les une relation, bien compétences sûr. et finalement ne pas être satisfait au quotidien, quoi. C'est ça, et dans une relation, c'est pareil, tu maîtrises, mais tu es Oui. pas forcément heureuse. Donc pour moi, c'est pas parce que tu réussis les phases que la vie au bout du bout va être épanouissante. Après ça, c'est un travail à faire parce que OK, tu peux, tu as été envoyé par ta société, enfin, j'avais une copine, c'était comme ça, sa vie était horrible parce que son travail était horrible et du coup, elle profitait pas vraiment du pays, donc elle se demandait si elle allait rentrer, et cetera. Au final, elle a réajusté cette sphère de la vie qui était le travail, qui lui a permis de mieux profiter, du pays. Voilà, mais ça voulait pas dire que, tout en ayant la maîtrise de son quotidien, qu'elle était heureuse, et après voilà, ça peut être dû à une des sphères de ta vie, mais ça peut être aussi dû au pays, de se dire: «Bon ça reste», j'ai ma cliente, qui est en Inde, c'est comme ça, c'est pas forcément son pays de 1er choix. Elle y est allée en suivi de conjoint, mais bon, elle s'adapte et voilà. On faut faire preuve d'adaptation, de résilience, ça va mieux. Donc elle est en période, d'adaptation, slash maîtrise. Pour autant, elle ne se voit pas du tout vivre là-bas. Oui, donc ça demande de s'observer, de se connaître, d'être patient aussi peut-être sur, voilà, des choses comme tu dis là, suivi de conjoint, qu'est-ce qui se passera, demain au sens futur plus ou moins proche? Et peut-être que pour l'instant on n'en a pas la réponse, et d'être honnête aussi avec soi et peut-être de se dire, finalement si la vie que j'ai là n'est pas alignée et qu'elle ne me convient pas, c'est pas et tu me corriges si c'est pas comme ça que tu le vois, mais c'est pas un échec de revenir dans son pays d'origine, loin de là. Enfin, en tout cas, je le vois pas comme ça. Je dirais peut-être que l'échec, avec des grands guillemets, si on devait laisser ce mot-là, il serait plus de rester dans un pays dans lequel on se sent pas bien, comme de rester dans une relation, pour reprendre la métaphore qu'on a utilisée, dans laquelle on se sent pas bien. Oui, ça fait mal. Oui, il faut requitter des choses. Oui, c'est de nouveau des deuils pour rester dans le sujet qui est le nôtre. Mais pour autant, le but, c'est quand même de trouver une vie qui nous plaît, une vie qui est alignée, une vie qui est agréable, dans laquelle on se sent bien, en fait. C'est ça, en fait, il faut pas oublier que de base, l'expatriation, c'est temporaire. Et on part pas en expatriation souvent pour aller vivre là-bas. Alors, il y a des personnes, oui, ou bien parfois on part dans cette optique-là, mais parfois on prévoit juste, OK, c'est 2-3 ans. Et dans ce cas-là, 2-3 ans, OK, je peux être épanouie, mais ça veut pas dire que mon pays d'expatriation je vais le préférer à mon pays d'origine. Ou bien il va y avoir des phases. Au début, on a l'impression que c'est top. Après, il y a une phase où on a envie de rentrer. C'est beaucoup comme ça, expatriation. J'ai envie de rentrer. Finalement, c'est merveilleux. Le fromage, voilà. Mais comme dans le deuil, hein. Comme dans le deuil, moi, on parle souvent des montagnes russes émotionnelles. À un moment, ça y est, je me sens mieux, ça va, etc. J'arrive à accepter la perte d'un proche ou la perte de quelque chose, d'une situation, d'une relation, etc. Et puis 2 heures après, non, finalement, rien ne va plus. Et puis 2 heures après, ça va mieux. Et c'est vraiment les montagnes russes. Et c'est important d'être, je parlais de patience juste avant, mais d'être tolérant, d'être indulgent aussi envers soi et d'observer qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça vient dire de moi et qu'est-ce
qu'est-ce que je peux retirer justement de ce qui se vit en moi, parce qu'il y a tout un volet émotionnel qui est clairement important dans le deuil et qui est important dans ce que tu viens de montrer aussi. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose ? J'allais dire que c'était exactement ça. En fait, ça, que ce soit positif ou négatif, ça nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes. Et au pire, si on rentre, on saura souvent dire ce qui nous a pas plu. Et de se dire, OK, bon, bah là, voici pourquoi j'ai pas aimé telle chose de la culture, telle chose du quotidien, etc. Donc, voici ce que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien pour, du coup, pallier à ces choses-là. Alors, souvent, on est obligé de les mettre en place déjà en expatriation parce qu'on n'a pas envie de vivre un horrible moment. Mais voilà, après, ça nous permet de réajuster plein de choses, en fait. C'est comme quand on prend un boulot qui nous plaît pas ou qu'on fait des études qui nous plaisent pas, après, on réajuste par la suite. Et c'est ça aussi la beauté du fait que ce soit éphémère, que c'est que sur plusieurs années aussi. Ouais, puis c'est important de pouvoir, justement, pour moi, une erreur, c'est toujours l'opportunité de mieux se connaître et de s'aligner davantage à soi, et c'est justement ce que tu montres, d'où le fait de ne pas négliger cette préparation, comme on l'a dit, de ne pas projeter non plus ce qui est de notre vie actuelle ou de notre vie d'avant ou de notre vie de notre pays d'origine dans le pays dans lequel on irait. Pour terminer et conclure cet épisode, tu nous as déjà distillé pas mal de petits conseils pour justement permettre une impatriation et ou une expatriation, j'ai dit lequel, je vais le redire, pour permettre une expatriation et une impatriation réussie, les deux, qu'importe dans quel sens vous le prenez. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais peut-être rajouter, des conseils que tu aimerais rajouter ? Alors, je dirais qu'il faut pas être trop dur avec soi-même à l'arrivée. Comme on l'a dit, on est en train de faire un deuil et on est en même temps en train de reconstruire une nouvelle vie. Et en fait, souvent, quand on arrive en expat, on a envie d'avoir tout maintenant. On a envie de trouver un super travail. On veut déjà avoir une bande d'amis incroyable parce que c'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. On a envie de partir voyager. On a envie de faire du yoga sur le toit d'une tour, etc. Alors qu'en fait, ça prend du temps parce que dans notre vie, on s'est pas créé comme ça en une semaine notre quotidien actuel. Donc, il faut se prendre du recul, se poser et se demander quelles sont nos priorités. Là, j'arrive, je me rends compte que le fait de pas avoir de travail, c'est vraiment très compliqué pour moi. Ok, la priorité, ça va être le travail. Et dans ce cas-là, c'est pas grave si j'ai 1, 2, 3 semaines, un mois où, pour l'instant, j'ai pas trop de vie sociale, mais c'est parce que, je suis focus sur autre chose. Ou à l'inverse, pour moi, la priorité, c'est vraiment de me faire des amis. Ok, dans ce cas-là, mon énergie, je vais la mettre à faire des rencontres d'expatriés, etc. Ouais, ne pas être tout feu, tout flamme, quoi. C'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein d'expats et c'est normal en même temps, mais tu t'épuises à tout vouloir faire d'un coup, et du coup, il y a rien qui est vraiment bien fait, du coup, t'es super frustré, alors que, c'est un peu déterminant quand même, le début de ton expatriation, c'est un moment qui est difficile, parce que t'as pas encore ta vitesse de croisière, etc. T'es en train de tout mettre en place, donc c'est très excitant, mais en même temps, ça fait peur. Donc voilà, il faut quand même prendre son temps et y aller petit pas par petit pas. Premier conseil. Ensuite, au niveau de tout ce qui est solitude, parce que souvent, au début, on se sent très seul. Donc, essayez de cultiver quand même les liens avec les proches qui sont dans notre pays d'origine. Alors, on est très inégaux là-dessus parce que si ça se trouve, notre famille n'est pas très encourageante à ce niveau-là. Peut-être que nos amis ne comprennent pas. Voilà, donc si on a la chance d'avoir des proches qui sont compréhensifs, à qui on peut parler, vraiment maintenir le dialogue. On peut aussi être clair avec eux, leur dire moi j'attends uniquement du soutien, je n'attends pas de solution, parce que souvent les gens sont très dans la solution et on va dire mais fais ça, alors qu'en fait ça va nous énerver parce qu'ils sont pas du tout dans la réalité du terrain, etc. Donc juste dire j'ai besoin de juste de parler, de dire ce que j'ai sur le cœur, j'aurais besoin de votre soutien, que vous me disiez que ça va aller. Voilà, pour éviter en fait, parce que le fait d'être isolé, c'est souvent pas quelque chose auquel on est habitué dans notre vie de tous les jours. Et quand on est isolé à l'autre bout du monde, c'est pas forcément très fun. Et après, sur place, donc si ça fait partie de nos priorités ou si ça arrive au bon moment, ne pas attendre que les amitiés nous tombent sur la figure. En fait, les gens vont pas venir frapper à notre porte pour être amis. On espère, mais ça se... On n'est pas sur Facebook, quoi. Là, je te demande en ami, on est copains, et puis tout va bien. C'est exactement ça. Et je crois qu'on en parlait un peu avant, dans le sens où dans la vie quotidienne, on n'a pas eu trop à travailler pour se faire des amis.
en expatriation, il va falloir donner de sa personne. Il va falloir se montrer, il va falloir avoir l'air sympa, il va falloir mettre nos bons côtés en avant et un peu se vendre, faire un genre de dating amical pour réussir à trouver des gens à qui on va bien correspondre et qui vont bien nous correspondre aussi. Et ne pas se décourager, ne pas se dire oh mon Dieu, mais là ça fait 2 rencontres d'expatriés, j'ai rencontré personne, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est moi le problème, etc. Non, en fait dans la vie de tous les jours, on n'est pas amis avec toutes les personnes qu'on rencontre, donc c'est totalement ok. Alors certes, ça. Oui, puis comme les rencontres amoureuses, on fait plusieurs dates avant de trouver quelqu'un avec qui ça match, donc c'est pareil. C'est pour continuer notre métaphore jusqu'au bout de l'épisode. C'est exactement ça. Donc il faut pas se décourager et il faut pas non plus idéaliser les relations. Il faut pas se dire ah mais tiens moi dans mon pays d'origine j'ai ma meilleure amie, donc là je vais chercher le candidat idéal pour remettre quelqu'un à la même place. En fait, les amitiés, elles ont toutes des rôles bien différents. Donc voilà, c'est pas grave. Si on a besoin de 3 personnes pour combler ce que notre meilleure amie dans notre pays d'origine nous donne, et ben c'est pas grave. Voilà, être ouvert à de nouveaux types d'amitié aussi, mais des personnes à qui on fait confiance, des personnes avec qui on se sent bien, etc. Mais voilà, le but c'est vraiment de pas être passif et ne pas attendre que, comme tu dis, comme sur Facebook, que les gens viennent nous trouver. Ça peut arriver, peut-être qu'on entend beaucoup parler de tous ces gens qui se sont rencontrés de manière si spontanée, mais dans la vraie vie, c'est pas trop comme ça que ça marche, quoi. Il faut vraiment donner de sa personne. Dernier petit conseil au pluriel pour soulager cette grosse période qui est le choc culturel, je dirais donc se décharger par la parole. Donc si on a des gens à qui parler ou un soutien psychologique, par l'écriture, par l'art, voilà. Vraiment ne pas laisser toutes ces pensées négatives nous tourner en tête parce que ça nous fait pas du bien, ça nous empêche d'apprécier le quotidien. Travailler vraiment sa gratitude, se forcer en fait à penser positif. Ok, là je suis le soir, quelles ont été toutes les choses positives dans ma journée, quelles sont les choses positives, on peut aller plus précis, quelles sont les choses positives que j'ai vécues parce que je suis en expatriation, quelles sont les choses positives que j'ai vues aujourd'hui que ce nouveau pays m'apporte, etc. Donc comme ça, on sera beaucoup plus on s'entraîne à penser positif, plus notre mental va penser positif. Il va reconnaître du coup tout ce qu'on a déjà mentionné, etc. Voilà. Une gymnastique mentale à se faire pour favoriser l'adaptation. Et ça, c'est pas forcément très fun, mais apprendre la langue, ça aide beaucoup. Ça évite de se dire qu'ils parlent tous allemand en Allemagne. C'est exactement ça. Moi, j'ai encore ça où quand je suis dans le bus, je me dis, oh mon Dieu, on va me parler en allemand. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Apprendre la langue, même ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans la préparation avant de partir. On l'a pas mentionné, mais ça aide, mine de rien. Et voilà, faire preuve de tout ce qui est ouverture d'esprit, résilience, se dire que de toute façon, le pays ne va pas s'adapter à nous. Et donc, il n'y a que nous qui pouvons faire des efforts là-dessus. Et dès lors qu'il s'agit de choses que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler, parce que, je sais pas, c'est la culture du pays, par exemple, et bien en fait, il faut lâcher prise et il faut trouver un moyen de s'adapter, de contourner cette situation pour la tourner à notre avantage, puisque de toute façon, on n'a pas le contrôle dessus, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se préparer, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à vivre la lune de miel, le choc culturel, l'adaptation, la maîtrise. Non, je le dis avec un ton d'humour, mais merci en tout cas pour tous ces conseils et pour tous ces épisodes. Je voulais préciser aussi au passage, quand tu disais se décharger par la parole, l'écriture, l'art, favoriser les pensées positives avec la gratitude, c'est des choses que vous pouvez faire déjà aussi de base au quotidien, sans même parler d'expatriation. C'est des choses que vous pouvez faire aussi dans n'importe quel deuil. C'est des outils qu'on sous-estime et qui pour autant ont vraiment leur force et leur puissance et un aspect vraiment libérateur. Donc voilà, c'était un petit truc que je voulais préciser. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que tu souhaiterais aborder pour conclure cet épisode? Alors, je voulais terminer sur une note positive. Je dirais que l'expatriation, c'est vraiment, malgré tous les points négatifs qu'on a relevés, c'est une super opportunité d'épanouissement, en fait. Alors, c'est normal que ça fasse peur, mais après, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on sort de notre zone de confort. Et mine de rien, il n'y a pas tant de gens
qui ont le courage de le faire, donc ça vaut le coup. Et en fait, on en ressort vraiment grandi, super aligné et on se connaît vraiment mieux que jamais. Et en fait, c'est une opportunité, encore une fois, de retourner à la case départ, mais pour en fait repartir encore plus fort et avoir une vie encore plus heureuse. Donc voilà, donc je ne peux que recommander l'expatriation comme expérience de vie, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'est pas grand-chose quand on pense à la longévité de notre vie, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, parce que c'est souvent difficile de repartir à zéro en restant dans notre vie de tous les jours. Ouais, c'est vraiment une opportunité parmi tant d'autres et comme tu l'as dit, oui, ça fait peur et c'est bon signe. Moi, j'aime bien dire derrière la peur, il se cache des choses magnifiques à condition qu'on y aille et qu'on ose dépasser cette peur et qu'on fasse ces choses avec et malgré la peur. Donc, je serais ravie d'avoir peut-être des témoignages de personnes qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que là, on en parlait en donnant quelques exemples, mais sans avoir l'histoire d'une personne de A à Z, de comment elle a vécu ou pas cette lune de miel, ce choc culturel. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez été expatrié, au plaisir de pouvoir recueillir votre témoignage sur les deuils positifs et plus négatifs, plus difficiles que vous avez dû faire. Et écoute, Sonia, un grand merci à toi pour cet échange. Est-ce qu'il y avait peut-être c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, ça me vient là, t'en auras peut-être une ou pas, une ou des ressources que t'aimerais mentionner qui te semblent, qui peut-être toi t'ont aidé au moment de l'expatriation. Si t'en as pas là tout de suite qui te viennent, c'est pas grave. Si t'en as qui te viennent, je pourrais les mentionner dans la description de l'épisode. Alors, je sais qu'il y a des podcasts que j'aime bien écouter, Expert Expat ou Fille Expat, je crois, où t'as beaucoup d'histoires en fait d'autres expatriés et ça t'aide vraiment à prendre du recul parce que parfois on peut se sentir seul, on a l'impression qu'on est les seuls à ressentir telle ou telle émotion ou de rencontrer telle ou telle problématique, mais en fait le fait d'entendre d'autres témoignages et de se dire ah oui, en fait tout le monde vit un petit peu les mêmes problématiques, ça aide à se sentir moins seul. Trop bien. Eh bien, écoute, je pourrais le mentionner directement dans la description. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci de m'avoir invitée. Et à très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.